on a une plateforme en ligne avec plus de 50 SCPI qui vous propose de choisir de manière super simple, dès 187 euros, la stratégie dans laquelle vous voulez investir. Et avec un système de cashback, on vous rembourse une partie en fait de notre commission à nous. Je m'appelle Gérald Faure. Chaque semaine dans ce podcast, j'interviewe des personnalités au parcours d'exception. À travers ces entretiens, je suis à la recherche des 20% d'actions qui ont mené à 80% de leurs résultats. Ici, pas le temps pour le storytelling, nous allons chercher les leviers directement actionnables pour scaler nos vies et scaler nos business. Alors ça y est, c'est comme je te le disais Clément, c'est le premier épisode que je tourne en 2023. Alors on triche un peu parce qu'il va sortir normalement en février, mars, normalement voilà dans ces jeux-là. Parce que j'avais un peu de stock d'avance parce que je dois partir en vacances la semaine prochaine. Mais donc du coup on fait le premier épisode de l'année. Ça me fait super plaisir de le faire avec toi. Comment vas-tu? Eh ben écoute, très bien Gérald, merci. Je suis ravi également d'être ici avec toi en ce début d'année. Ouais, trop bien. On va parler de plein de choses. On va parler. Alors, mes auditeurs me cassent les pieds avec l'immobilier. Ils sont fans d'immobilier. Alors moi aussi, un peu à titre personnel. Mais c'est vrai que si je leur demande un sujet, ça tourne très souvent autour de l'immobilier. Donc, écoute, c'est très bien que tu sois là aujourd'hui pour en parler. On va parler d'immobilier fractionné. C'est vrai qu'on n'en a jamais parlé sur le podcast, donc c'est très cool de le faire avec toi. Et on va parler du coup de ta boîte, comment vous inscrivez dans cet écosystème de la SCPI et de tous ces instruments. Et voilà. Et moi, c'est un sujet que j'ai un peu gratté à l'époque quand je faisais du consulting. Du coup, on va dépioter tout ça parce que voilà, c'est un sujet qu'on n'a pas traité, c'est un sujet important, donc on y va. Donc trop Et bien. c'est un sujet en vogue, ouais, effectivement, tu as raison. Donc du coup, est-ce que tu peux toi te présenter déjà pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Ouais, avec grand plaisir. Écoute, donc moi j'ai un parcours d'ingénieur de formation, donc je fais un parcours assez classique, tu vois, fin de lycée plutôt scientifique, prépa scientifique, école d'ingénieur, l'école des ponts et chaussées en l'occurrence, peut-être prémonitoire, c'est une école de génie Mm. civil à la base historiquement. Moi j'ai pas fait l'option génie civil, j'étais plutôt en mathématiques appliquées. Mais finalement, tu vois, tous les chemins remènent à l'immobilier d'une certaine manière. Les points Euh, se rejoignent. Ouais. Ouais, exactement. Et avec deux grandes passions depuis le début, qui est la tech et l'aéronautique, tu vois, de manière assez surprenante. Donc, j'ai commencé à bosser en aéronautique en Angleterre, chez Rolls-Royce, sur les moteurs de l'A380. Donc, on designait des nouvelles façons de faire les pales de turbine enfin pas de turbine en l'occurrence, du compresseur des moteurs de l'A380. Puis en fait, je me suis rendu compte que l'aéronautique, c'était beaucoup trop lent. Je sais que tu parles beaucoup de start-up dans ton podcast. Et en fait, l'aéronautique, c'est vraiment l'anti-startup complet. C'est-à-dire que le concept de lean développement, etc., n'existe pas. Alors pour des bonnes raisons aussi, c'est-à-dire que tu n'as pas envie tout à coup de te rendre compte au premier décollage Ouais. que merde, ça marche T'as pas pas. envie qu'on itère sur ton vol à toi, quoi. T'as envie, Non, 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 c'est exactement. Ouais. ça. Ouais. Et puis en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'à la rigueur, pour les vols commerciaux, c'est vrai, mais même pour les vols de test, en fait, tu vois, les pilotes de Ouais. test, finalement, ils aiment bien vivre aussi, et donc c'est pas un peu difficile. Donc je me suis dit, ok, bon, effectivement, hyper intéressant, mais hyper lent. Et donc là, je suis parti en Californie, j'ai fait un master à Stanford en toujours maths appliquées et machine learning. J'ai bossé dans la Silicon Valley pendant à peu près 5 ans, je crois, en d'abord data scientist dans une startup early stage qui venait de lever une série A. Après, dans une startup encore plus early stage qui venait de lever un seed, et après dans une startup encore plus early stage puisque c'est moi qui l'ai créée. Ah oui. Et donc on est parti de zéro. On a fait une boîte qui faisait de l'autonomie pour les navires. Euh, et on a fait YC, Y Combinator, qui est un incubateur un peu connu en Silicon Valley. Et donc on a Qui est fait plusieurs choses là-dessus. l'incubateur, qui est connu dans le monde entier, et qui est c'est le plus gros, c'est le plus reconnu. Je pense que c'est, alors je sais pas si c'est le premier, en tout cas, là où tu as raison, c'est que je pense que c'est vraiment celui qui a démocratisé ce concept d'accélérateur de start-up, ouais, c'est clair. Hmm. Et avec, tu vois, des slogans très forts qui sont maintenant, je pense, ancrés dans toute la culture start-up internationale, en fait. Tu vois, do things that don't scale, make something people want. Vraiment, ces mantras qui se sont inscrits en fait, ils ont vraiment créé cette culture. Les gens le Euh, citent fondateur, c'est Paul Graham, je crois, c'est ça? Paul Graham, ouais, absolument. Enfin, il le cite sans savoir que c'est lui. Donc, tu vois, c'est-à-dire que l'inscription dans l'imaginaire, elle est ouf, quoi. Ouais, bah tu vois, je pense qu'ils ont réussi à peu près le même truc que Google. Tu vois, tu googles quelque chose et en fait, ouais, ici, c'est un peu ce niveau d'intégration dans la culture, niveau startup. Donc ouais, absolument. Et alors, pardon, excuse-moi. Donc là, je me perds un peu dans ce truc-là. Donc effectivement, première boîte sur le maritime, sales cycle hyper long. Moi, je reviens en France à ce moment-là parce que tous nos prospects étaient en Europe. Finalement, la partie technologique de la boîte a été revendue à une autre boîte.
Et pour ma part, du coup, donc j'ai été freelance à partir de 2020, je crois à peu près, donc pendant la période Covid. J'ai décidé de relancer une boîte vers fin 2020 avec un associé qui vient aussi de l'école des ponts, qui lui bossait en finance. Et on cherchait quelque chose à l'intersection fintech, enfin finance et tech, donc fintech. Et on s'est lancé en janvier 2021. Et c'est assez rigolo parce que le constat est exactement ce que tu viens de dire au tout début de ce podcast. C'est quand tu dis, ouais, tous mes auditeurs me demandent de l'immobilier. Et en fait, on se creusait la tête en se disant, mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? C'est l'époque où la crypto, c'était n'importe quoi. Ça prenait 40% Mm. en un week-end. Enfin, les gens étaient fous. Mais en fait, quand on creusait en parlant à tu vois, un ensemble de gens un peu plus éclatés que juste les fous de la crypto, on se rendait compte que tout le monde voulait faire de l'IMO. Et donc, on s'est dit, bah, comment on fait pour faire de l'IMO hyper accessible? Tu as des solutions qui t'aident à faire de l'investissement clé en main. Donc, on s'est dit, en fait, est-ce que tu n'as pas un truc encore plus accessible où tu n'as même pas besoin de faire un emprunt, tu n'as même pas besoin d'aller chez le notaire, et en fait, juste, tu peux investir, bénéficier des loyers de manière super simple. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé Invest pour permettre à tous d'investir en immobilier dès 200 euros sans aucune gestion. C'est-à-dire que c'est un process qui prend, enfin, l'investissement prend, allez, 10 minutes à tout casser en ligne, et ensuite, tu touches des loyers et tu peux revendre tes parts. Mm. On va parler de ça longuement, ultra intéressant. Et le fait que tu parles que le crédit n'est pas obligatoire, c'était justement un point dont je vais te parler tout à l'heure. Je me spoil un peu, mais c'est un sujet. Et de ton expérience en aéronautique et chez YC, enfin ces deux expériences-là, au final, si tu gardes un apprentissage, un truc aujourd'hui et que tu utilises dans ton quotidien, autant sur la partie Indus que sur la partie YC, c'est quoi les deux éléments que tu gardes? Écoute, c'est assez rigolo. Bon, alors, sur l'aéronautique, en fait, bon, il y a plein de choses autour de la qualité, des process stricts, etc., qui finalement, enfin, qu'aujourd'hui, j'applique pas du tout, même à l'inverse. Par contre, et c'est assez rigolo, euh, Rolls-Royce avait cette particularité d'être une boîte avec un très fort, une ADN très forte industrielle et ingénieur. Et en fait, depuis le début, ils avaient instigé cette stratégie dans leurs règles de management. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux monter des échelons. Donc, tu as 20 échelons chez Rolls-Royce. Alors, tu commences pas nécessairement au niveau 1, en fait, ça dépend un peu de ton niveau d'études. Si tu rentres directement en tant qu'ingénieur, je pense que tu rentres au niveau 5 ou 6, je sais plus exactement. Bref, tu montes jusqu'au niveau 10, c'est un différencié. Et à partir du niveau 10, en fait, tu as deux tracks qui se séparent. Donc, dans l'organisation, donc tu as la track dite contributeur individuel. C'est en gros, je veux devenir un maxi spécialiste sur un sujet et tu peux continuer à monter. Et tu as la track management où bah, du coup, tu vas commencer à gérer une équipe. Et ce que j'avais trouvé assez rigolo et que enfin, qui, à ma connaissance, n'existe pas toujours en France et maintenant commence à pas mal se développer avec des boîtes, par exemple, comme Alan, qui ont un discours très fort sur ce sujet-là. Mais j'avais trouvé ça hyper malin, en fait, dès le début, de dire, bah, en fait, un ingénieur extrêmement spécialisé, tu vois, ça a une valeur monumentale. C'est-à-dire qu'on avait chez Rolls-Royce, je pense, un des meilleurs experts dans ce qu'on appelle les super alliages de nickel. Et en fait, ça, c'est de la valeur monumentale qui est difficile à reproduire. Donc, c'est assez rigolo, mais ce que je retiens de chez Rolls-Royce, en fait, c'était cette structure de se dire, on veut valoriser des spécialistes techniques autant que des rôles managériaux. Et ce que je pense, c'est primordial, en fait, dans une startup aussi, quoi. Ok. Donc ça, tu l'appliques aujourd'hui, toi, Ouais, absolument. dans Bah, ta nous, boîte? c'est ce qu'on dit en fait à tous nos employés. On a toujours cette option de dire en fait, pour monter dans les échelons, à savoir, t'as pas besoin de devenir manager. Je me Hmm. rappelle, tu vois, moi, mes parents, quand ils me parlaient de leur boîte, en fait, il y avait un moment où tu pouvais être technique, mais bah, en fait, si tu voulais grimper encore, tu étais obligé de devenir manager, quoi. Tu n'avais pas vraiment d'option. Là, l'idée, c'est de dire, bah non, en fait, si tu es le plus grand spécialiste, enfin, ou un excellent spécialiste d'une techno qu'on utilise et qui est core, eh ben, tu peux avoir des salaires qui sont équivalents à ton manager, quoi. C'est pas gênant. Et tu sais, un peu penser à tu sais, les CTO et les lead dev. Ouais. Tu vois un peu, t'as des lead dev, le meilleur dev de ton équipe qui va donc prendre une responsabilité technique. Tu lui proposes d'être CTO, c'est-à-dire d'encadrer. Bon, en fait, ça peut potentiellement le faire chier. En plus, tous les devs, moi je suis dev de formation, hein. Donc voilà, je m'inclus là-dedans. On n'est pas tous hyper empathiques, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas la qualité première du dev, c'est pas l'empathie. Et donc du coup, le management en tant que CTO, donc directeur technique dans une boîte, bah, c'est pas le même métier que le lead dev, loin de là. Et très souvent, dans des boîtes, il y a des CTO qui sont très tristes parce qu'en fait, ils auraient juste voulu rester lead dev. Ça me fait un peu penser à ça, ton point là. Bah, tu as tout à fait raison. Je pense que l'analogie est parfaite. C'est-à-dire que, enfin, en fait, on essaye souvent de pousser des gens en se disant effectivement, ah, t'es un excellent ingénieur, donc tu vas diriger une équipe d'ingénieurs. Euh,
en réalité, c'est pas du tout le même métier, quoi. Tu vois, un excellent ingénieur, il va réfléchir à comment résoudre un problème. Et en fait, quand tu deviens manager d'une équipe, ben, ta problématique, ça va être des problématiques de comment délivrer à temps. Est-ce que la vélocité de mon équipe, c'est la bonne? Est-ce que mes ingénieurs sont heureux? Et en fait, comme tu le dis, il y a des gens qui sont pas du tout eux-mêmes heureux dans ce rôle de management, et ce qui est compréhensible. Je me permets juste d'interrompre l'épisode pendant quelques secondes. Comme vous le savez, ce podcast, c'est une équipe derrière pour le produire, c'est du temps et c'est des moyens. En contrepartie de ça, si vous voulez nous remercier, nous féliciter ou nous encourager, vous avez simplement à mettre un like sur YouTube ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme vous le savez, ça amène plus de visibilité, plus de notoriété et encore plus d'invités pour les prochains épisodes. Je vous laisse reprendre l'épisode et je vous remercie d'avance pour votre like ou vos 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute. C'est top d'en parler parce que je t'avoue que je sais pas comment j'aurais pu l'aborder autrement. Donc c'est ton expérience, elle est hyper intéressante. Et du coup, ta première boîte que tu montes avec le YC, donc tu dois apprendre plein de choses, j'imagine. Je sais pas comment ça se passe là-bas, mais j'ai jamais entendu du mal du Y Combinator, donc j'imagine que ça doit être pas mal. Quels sont les apprentissages que tu as réutilisés par la suite pour monter la boîte actuelle? Écoute, alors c'est assez rigolo parce qu'effectivement, donc, ouais, ici, plein de learning et surtout, je pense que ce qui est vraiment fort, c'est en fait, ils ont beaucoup essaimé sur la culture et ce qui est assez rigolo, c'est que tu te rends compte qu'aujourd'hui, tu as plein d'acteurs locaux. Tu vois, typiquement, je pense à, par exemple, je sais pas, The Family en France qui avait, je trouve, eu enfin, un peu cette niche d'aller en réalité reprendre pas mal des concepts démocratisés à YC, mais de les mettre dans l'écosystème français. Donc en fait, ça a beaucoup essaimé. Donc en fin de compte, aujourd'hui, la plupart des conseils de YC, on les a quand même souvent entendus, même s'ils méritent d'être toujours rappelés. Euh, la manière dont ça se passe d'être à YC, c'est qu'en fait, tu as toutes les semaines ce qu'on appelle des office hours. Donc, tu vas arriver et tu vas dire, bah voilà ce que j'ai fait cette semaine. Et donc, en l'occurrence, nous, quand on y était, c'est des office hours où tu es avec d'autres boîtes. Donc, c'est-à-dire que tu vois, un batch, c'est à peu près, je sais pas, on va dire 130 boîtes à peu près. Et donc, toi, Une tu sorte vas de être avec. promotion, on peut qualifier ça comme promotion pour les gens C'est une qui promotion. connaissent. Un badge, c'est une promotion, absolument. Ok. Tu en as deux par an. T'en as, donc, ça s'appelle le summer et le winter. Le winter, donc c'est l'hiver, ça commence en janvier. Et le summer, ça commence, alors j'avoue, nous on avait fait winter, donc je sais exactement quand ça commence. Ouais, on est Summer, ça novembre. va commencer, je pense, en mai-juin à peu près. Parce que ça finit en août. Donc voilà. Et donc en gros, toutes les semaines, tu te retrouves avec, je sais pas, on va dire 8 autres boîtes et tu dois présenter ton progrès et dire, bah en fait, voilà, aujourd'hui, je galère à faire ça ou ça. Donc tu es avec des autres boîtes et des partenaires. Donc tu as les partenaires qui sont un peu des gens des plus vétérans et qui te challenge et qui te disent, écoute, nous, dans les autres boîtes qu'on a vues, voilà comment ils résolvent ça et qui te poussent en fait toutes les semaines, à l'échelle de la semaine, à être toujours plus ambitieux. Et le schéma classique à YC, hein, c'est que tu arrives pour à peu près 3 mois et ton objectif, c'est de montrer des chiffres de croissance semaine après semaine qui soient les plus impressionnants possibles pour arriver à ce qu'on appelle le démo day, donc qui est la fin en fait du programme, où tu vas pitcher devant des investisseurs et où bah, du coup tu vas demander de l'argent. Et donc, ce qu'ils veulent, c'est vraiment, ce qu'on appelle la hockey stick, donc la courbe en forme de batte De de, cross de je sais pas hockey, si c'est hein. une batte, mais de Une truc de cross, je hockey, crois. quoi. Ouais. Cross, ouais, t'as raison, Mm. cross de hockey, avec cette exponentialisation. Donc, ça, c'est top. Les learning pour moi, c'est vraiment de se dire euh, comment tu démontres le plus vite possible avec le potentiellement moins de développement possible euh, une demande en fait. Parce que le point primordial, et c'est ce que YC pour moi résume le mieux, et c'est pour ça que leur logo, enfin leur slogan principal, c'est vraiment créer quelque chose que les gens veulent. Ce que tu veux, c'est en fait arriver et pas montrer que tu as une solution qui est géniale dans ta tête d'ingénieur, mais c'est vraiment de dire montre-moi l'attraction que tu as de tes utilisateurs potentiels. Et ça, je pense que enfin, tu vois, s'il y a un truc à retenir, c'est celui-là. Trop bien. Et du coup, quand avec ton associé vous décidez de monter Loop, comment ça se passe? Quel est donc tu nous as dit à peu près voilà, c'est la croisée des deux chemins, mais comment ça se passe réellement? Les étapes d'itération, ça a été quoi? Alors écoute, les étapes d'itération, c'est bon, d'abord on était plutôt un peu tous les deux à essayer de trouver un sujet, tu vois, au moins une thématique qui nous intéressait tous les deux. Ça c'est hyper important parce que quand tu pars sur une startup, tu pars sur 5, 10, 15 ans. Et en fait, si t'es pas excité par ce que tu fais tous les jours, ben c'est un peu impossible quoi. Donc ça, je pense que c'est assez primordial. Donc on avait réfléchi à plusieurs sujets qu'on regardait. Alors la manière dont on faisait au tout début, c'est on réfléchissait à des sujets et on les regardait, mais plutôt de notre côté, tu vois, en mode littérature review, qu'est-ce qui se fait, quelle boîte existe sur ce sujet-là.
Et c'était vraiment pour dégrossir le trade. Donc, on a regardé des outils pour les traders de crypto. On a regardé ce qu'on appelle du iBuying, c'est-à-dire que tu proposes à des gens d'acheter leur maison en un clic en ligne. On a regardé plein d'options comme ça. Et comme je te le disais, en fait, en faisant des entretiens et en parlant un peu autour de nous, on se rendait compte que 100% des gens voulaient faire de l'investissement. Enfin, 100%, c'est pas tout à fait vrai, mais 80% des gens veulent faire de l'investissement immobilier. Mm. Et alors que tu as des apps qui existent pour tout le reste, tu vois, aujourd'hui, tu télécharges Trade Republic, tu achètes du Nasdaq, tu télécharges Coinbase, tu achètes des cryptos. Enfin, tu vois, on est habitué à cette expérience et sur l'immobilier, ça n'existe pas. C'est hyper compliqué. Moi, j'ai fait de l'investissement locatif, tu vois, depuis 2016. Je connaissais un peu le sujet. Et effectivement, là, on a eu un bon fit parce que Théo, lui, il l'avait jamais fait parce qu'il voulait pas passer le pas. Ça lui faisait peur. Moi, je l'avais déjà fait. Je sais que c'est galère. Et donc, on s'est dit, OK, il y a un truc intéressant, pas mal de gens. Donc ça, c'est vraiment la partie juste, on dégrossit le trait. L'étape 2, c'était de se dire, OK, bon, bah, est-ce que vraiment c'est something people want, tu vois, est-ce que vraiment il y a de la demande pour ce produit-là? Parce que là, le produit vers lequel on allait, c'était investir des quelques centaines d'euros, sans emprunt, etc. Donc là, site vitrine, on s'est mis juste, tu vois, une target en mode, OK, bah, on veut en 4 jours avoir un site sur lequel on puisse mettre des ads. On l'a fait, tu vois, on a fait un truc sur Webflow. Je pense que tout le monde maintenant, enfin, pas mal de gens connaissent l'outil. Super simple. Le design était pourri, évidemment. On a mis des Google Ads en achetant des Et mots-clés, genre investir en ça serait immobilier. presque dommage dans le storytelling que le design soit stylé dès le départ, tu vois. Ouais, bah, je pense que tu vois, typiquement, une boîte comme Airbnb devait avoir des designs stylés parce que les deux fondateurs principaux, enfin, ou deux des trois fondateurs sont des designers. Donc, eux, à la rigueur, ils avaient un shot. Tu vois, nous, on est ingénieurs, on n'avait aucune chance. Non, tu vois. Ok, désolé, je t'ai coupé. Non, 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 du coup, c'était vraiment moche. On a acheté des Google Ads, on a mis Hotjar, tu sais, l'outil qui te permet de regarder ce que les utilisateurs font sur ton site. On a mis Google Analytics et en gros, c'était OK, aujourd'hui on met 50 euros, qu'est-ce qui se passe quoi? Et donc on regardait Hotjar, tous les mecs, OK, ils cliquent là, ils comprennent pas ça, etc. Donc le site, on le refaisait tous les soirs. Tu vois, donc je revenais la journée, le soir, je refaisais tout le site pendant la nuit et on relançait ça tous les jours. Et tu Euh, finançais comment le Google Ads, du coup, tu le faisais avec fonds sur fonds propres? ouais, en fait, ce qu'on a fait au tout début, c'est que pour se lancer, du coup, on a mis chacun 15 000 euros. Ok. Euh, Et en fait, moi, à l'époque, j'étais freelance, donc moi, je travaillais encore en tant que freelance, donc ça me permettait de financer cet apport. Théo, lui, bossait en finance avant, donc il avait eu l'occasion de mettre un peu d'argent de côté. Donc en fait, on est parti avec ce petit pécule initial, mais en vrai, on dépensait rien, tu vois. Quand on a fait, on y viendra probablement plus tard, on a fait une levée de fonds en août. On s'est lancé en janvier 2021. On a fait une levée de fonds en août, mais je pense qu'entre janvier et août, on avait dépensé moins de 10 000 euros, tu vois. Ok, Enfin, ah c'était oui, d'accord. vraiment Ok, très bien. quasiment rien. Euh, donc voilà, donc là on faisait ça et puis les budgets étaient très limités. Tu vois, je te dis, on mettait quelques dizaines d'euros, peut-être une centaine d'euros par jour de temps en temps, mais c'était très rare. Et donc voilà, on avançait comme ça. Ensuite, on a commencé à avoir des visiteurs qui sont transformés en prospects, tu vois, des gens qui prenaient rendez-vous ou qui nous donnaient l'email. Là, on les a appelés, on a commencé à parler avec eux, on fait une analyse plus quali. Bouquin que je recommande, bah, que tu connais peut-être, Mom Test, super bouquin, Hmm. très court, il se lit super facilement, mais génialissime pour mener Je, des entretiens utilisateurs. je vais me le renoter parce que j'en ai entendu parler, mais je l'ai pas lu, donc je me le note. Tuerie. Ouais. Et surtout, il se lit franchement en 1 heure et demie. Il est tellement court, super concis, vraiment bien. Et enfin, génial quoi pour ça. Trop bien. Euh, et donc, en fait, et là, donc à ce moment-là, on s'est dit, OK, bah, en fait, la proposition de valeur semble marcher, donc on y va, on se lance. Donc, on a dû obtenir un agrément. Donc, on a aussi, ouais, il y a toute une partie dont j'ai pas parlé, mais c'est trouver. T'avais déjà du catalogue de biens, comment ça se passait? Bah non, justement, en fait, à Ok. l'époque, on n'avait rien. Tu vois, en gros, quand on est arrivé, on a juste dit, tu veux investir en immobilier dès 200 euros et avoir des loyers jusqu'à, je sais plus, on disait, je pense, jusqu'à 5%, tu vois. Et en fait, l'idée, c'est juste, OK, je te mets une plaquette commerciale. Est-ce que juste, ouais, ça t'intéresse ou pas, quoi. Le comment le faire n'était pas encore déterminé à cette époque. On avait plein d'idées. On se disait, OK, mais est-ce qu'on va pas genre, acheter un appart et le revendre un peu à la découpe, mais on n'avait pas vraiment trouvé comment le faire. Puis après, et c'est là le truc, c'est que le comment, on a réussi à trouver via les produits SCPI, qui sont devenus un peu le premier produit qu'on a proposé, qui sont exactement de l'immobilier fractionné. En fait, on s'est dit, mais en fait, il y a un produit qui existe depuis 50 ans, c'est de l'immobilier fractionné. Les performances sont bonnes, euh, sauf que le système de distribution est pété parce que c'est des conseillers en gestion de patrimoine un peu à la papa. Alors c'est génial, hein, tu vois, si tu as 10 millions et que tu veux pas t'embêter, un conseiller en gestion de patrimoine, c'est top. Mais pour un client qui veut mettre 2 000 euros, c'est juste pas adapté pour une raison très simple, c'est que le conseiller en gestion de patrimoine te parlera pas. T'as même pas le choix. Ça ne l'intéresse pas d'investir 2 000 euros pour toi.
Mm. Parce que Donc, pour expliquer un peu le business model d'une majorité, il y a deux façons pour un conseiller en gestion de patrimoine de se rémunérer. Soit il se rémunère en facturant des honoraires, ça serait une solution qui serait géniale mais qui est trop peu utilisée, d'après moi. J'adorais ce qu'on appelle les indépendants, je crois. Et absolument, tu ceux as tout qui à vont fait être raison. payés, qui vont être en fait des apporteurs d'affaires pour des programmes, que ce soit des assurances vie, tout type de placement. Ça peut être de l'immobilier neuf, du Pinel, ce genre de choses-là. Ils vont être payés par le promoteur ou par l'assurance ou par la banque à qui ils vont faire le deal. Donc du coup, ils ont un intérêt à conseiller certains trucs. Voilà, pour faire le ultra rapide, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, et tu as exactement raison. Et en fait, ils sont rémunérés en pourcentage, enfin, la plupart du temps. Et donc ça, c'est hyper important parce que c'est ce que je disais. En fait, si, imaginons, tu vois, on prend un exemple, quelqu'un qui est payé 5% sur un produit, il apporte 2000 euros, bah, en fait, ça l'intéresse pas parce qu'il se dit, OK, mais je vais pas du tout gagner assez. Par contre, un client à 100 000, beaucoup plus intéressant. Donc voilà, en gros, le truc. Et donc, effectivement, on a trouvé ce sujet SCPI. euh, et on s'est positionné en disant, bon, on va faire la première plateforme en ligne qui va permettre d'investir du coup en immobilier via des SCPI avec des frais à peu près 2 fois moins chers que la concurrence parce qu'on est une app et que donc on va pouvoir automatiser énormément de choses et que du coup les frais aujourd'hui sont très élevés. Et ça, c'est un point hyper important en fait aussi qui nous avait pas mal convaincus. Tu as en gros 10 milliards d'euros investis par an en SCPI aujourd'hui. Et les frais sont d'un autre temps, c'est-à-dire que c'est des frais qui pouvaient se justifier quand tu devais aller visiter le client, lui faire signer des papiers, etc. Mais aujourd'hui, enfin, c'est pas du tout justifié, surtout si Donc tu as une approche type les plateforme nouveaux comme nous. usages, mais avec une tarification à l'ancienne en fait, un petit peu quoi. Ils ont juste fait un Et site quoi. ouais, ils ont fait un site, mais un site vitrine qui en fait leur apporte. En fait, ils ont fait un peu de SEO, tu vois, pour comparer. Ils ont un site qui leur apporte des leads, mais derrière il y a rien. Et donc nous, la différence, c'est que bah on a un site qui nous rapporte des leads, mais derrière le lead, il a une application, il a toute l'info qui est en ligne, il peut souscrire en ligne, il peut signer en ligne. Et donc du coup, bah, par définition, on automatise beaucoup de choses qui sont hyper time consuming. Tu vois, aujourd'hui, faire remplir 12 pages de PDF à un client, évidemment que c'est long, tu vois. Moi, si je te demande de remplir le questionnaire et que je remplis automatiquement ensuite le PDF, bah, c'est beaucoup plus rapide. C'est ça qu'on a fait. Ok, trop bien. Et donc du coup, ça démarre comme ça. Et début de traction, premier contact au téléphone. Et du coup, vous levez. Donc comment ça s'est passé ce process-là? T'avais déjà fait? Ouais, alors, en gros, ouais, donc j'avais déjà fait une levée de fonds en fait avec ma précédente boîte. On avait levé 4 millions de dollars. Donc je connaissais un peu le jeu, au moins le jeu du CID, le jeu de la série A moins, mais le jeu du CID un petit peu. Et donc, ouais, donc en fait, en gros, donc janvier 2021, c'est le moment où on obtient l'agrément qui nous permet réellement, parce qu'avant, en fait, on faisait juste des propositions de valeur sur des sites vitrines, mais on pouvait rien faire derrière, tu vois, il y avait aucun investissement qui se produisait, c'était plutôt juste pour tester l'attraction. Janvier 2021, le 11 janvier, enfin, le 8 janvier, on obtient l'agrément, le 11 janvier, on lance les premiers produits. Sur le mois de janvier, on a 220 000 euros investis par des clients. C'est quand même super positif, tu vois, on se dit waouh, enfin, on s'y attendait pas. Et truc de ouf, ça augmente de 40% tous les mois pendant 6 mois. Trop bien. Et on passe de 220 000 euros à peu près 850 000 euros investis par mois par nos clients en gros 6 mois. Donc on se dit, OK, énorme traction. Sachant qu'à l'époque, hein, je le rappelle, on avait un produit qui était minable. C'est-à-dire que là, je te parle de tout le monde peut investir en ligne, etc. À l'époque, c'était un site sur Webflow. J'avais écrit 3 bouts de JavaScript, connecté 3 typeforms. Et c'était ça, quoi. Mon KYC, c'est t'arrives et tu remplis un typeform. Donc c'était vraiment nul. Sauf qu'on avait une énorme traction. Donc on va voir des VC, on leur dit bah écoutez voilà, tout le monde veut investir en immobilier, regardez, nous on a trouvé une solution pour que les gens le fassent. On a commencé à faire un tout petit peu d'acquisition, on a fait un tout petit peu de tech et on génère déjà. Alors à l'époque on ne devait pas générer grand chose, tu vois, mais sur 800 000 ouais, on devait générer 10 000 euros de CA mensuel, un truc comme ça. Ok. Euh, et donc là-dessus on lève un site de 2 millions 7 en tout euh, avec un investisseur anglais. Ouais. Ok, trop bien. Et ok, trop cool. Et là-dessus, les fonds, donc j'imagine stabiliser la techno, j'imagine que ça, c'était une prio. Et Même pas stabilisé, hein, créer la techno parce ok, que ouais, carrément. en gros on a embauché notre premier ingénieur, je lui ai montré ce que j'ai fait, je lui ai dit ok maintenant ça tu l'oublies, tu fais un truc from scratch, on fait une app, une vraie app, web app et on oublie ce qu'on avait fait avant quoi. Trop bien. Et justement, c'est rigolo que ce soit un investisseur anglais du coup qui mette, parce que l'immobilier fractionné, ça existe en dehors de France?
Ouais, alors en fait, alors bon, il y a donc c'est assez intéressant dans ce cas, peut-être on peut prendre 1 minute pour, faire juste le pitch de l'immobilier fractionné, enfin, Allez, vas-y. de manière générale. En gros, l'immobilier fractionné, ça veut dire que vous allez investir, comme le nom l'indique, de manière fractionnée, dans un ou plusieurs biens et donc, la première solution dont on parlait et qu'on propose nous aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les sociétés civiles de placement immobilier. Ce sont des fonds, en réalité, qui sont réglementés par l'Autorité des marchés financiers et qui vous permettent d'investir dans un portefeuille. Ce portefeuille, aujourd'hui, il est généralement thématisé, soit par classe d'actifs, genre immeubles résidentiels, entrepôts logistiques, établissements de santé, etc., etc. Il y a plein d'options. Et en géographie, type Paris, type province, type Europe. Voilà, donc ça, c'est une solution qui existe depuis 50 ans. Il y a à peu près 1 million de Français qui ont déjà investi via des SCPI, mais historiquement, c'est plutôt des gens assez aisés et objectivement un peu âgés. Tu vois, genre la moyenne d'âge doit être 50, 55 ans. Euh, Plutôt urbain aussi, j'imagine. en tout cas, dans nos clients, c'est bien réparti sur le Ok, territoire, mais disons CSP+, quoi. Donc ok. effectivement, peut-être pas campagne complète, mais effectivement, même déjà des villes de province, ça marche bien. Donc ça, c'est première solution, et ça existe depuis 50 ans. Le problème majeur de ce produit, c'est qu'en fait, comme il est distribué, comme je disais, de manière hyper à l'ancienne, les méthodes de communication et de marketing sont franchement un peu rébarbatives. Et donc, beaucoup de gens plus jeunes voient ça comme un produit, entre guillemets, pour vieux. Et Hmm. c'est un peu un cliché qu'on essaye de casser avec notre solution. La Tu vois, deuxième moi, ma alternative, croyance là-dessus, c'est que c'est un produit pour médecins. ah ouais, Tu sais, intéressant. j'imagine Pourquoi le médecin médecin en particulier? généraliste qui bosse 50 heures ou 60 heures par semaine, qui doit investir son oseille parce qu'il en a un petit peu et qui va investir en SCPI parce qu'il n'a pas le temps de gérer l'IMO. Moi, l'avatar que je me fais, c'est ça. Et donc, voilà. Bon, après, je Et sais pas si bah, ouais, en fait, je pense que tu vois, sur les caractéristiques de ce que tu décris, c'est vrai. Alors, le fait qu'il soit médecin, ouais, pourquoi pas, mais je pense qu'en fait, en général, c'est un peu CSP+, tu vois, c'est Hmm. cadre, effectivement, qui est super busy, qui a pas envie de s'embêter avec une fuite d'eau et qui se dit, OK, bah, les rendements sont bien, j'ai rien à faire, c'est cool, c'est diversifié, c'est géré pour moi. Mais tu as raison, ouais, cette catégorie-là, ça marche super bien. Tu as la deuxième option, du coup, de l'immobilier fractionné qui existe depuis maintenant, franchement, pas longtemps, tu vois, je dirais 2 ans peut-être, qui est en train de se développer, qui est le fait de se dire, OK, bon, bah, on va pas nécessairement s'intéresser à un fonds, on va s'intéresser à un bien. Et donc, on va identifier, je sais pas, un appartement au 2e étage dans Paris 9e. Enfin, je te donne un exemple parce que c'est là où je suis en l'occurrence aujourd'hui, mais tu vois, un bien comme ça que je te montre, je te fais les photos, je te fais la visite et je te dis, bah, je vais mettre un locataire dedans et ça va me rapporter tant et tu peux investir des 200 euros. Et ça, c'est un modèle qui est, je trouve, super intéressant parce que ça permet de se projeter beaucoup plus, tu vois, sur ce que c'est l'investissement immobilier. Mais la solution réglementaire est pas évidente. Et je dis ça parce qu'il y a des premières plateformes qui se sont lancées avec un modèle dit de royalty, de partage de revenus. Et en fait, l'autorité des marchés financiers est récemment revenue sur ce modèle en disant non, ça c'est pas, ils disent pas c'est illégal, mais ils disent, enfin ils ont émis même une alerte en fait en disant attention, c'est super risqué pour l'investisseur. Et donc tout le monde est un peu en train de se regarder aujourd'hui pour se dire comment on peut faire cet immobilier fractionné de manière réglementaire en France. Aux États-Unis, ça existe déjà depuis quelques années et la transposition est pas évidente en Europe. Je pense qu'on a trouvé une solution, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais ça c'était un gros problème à craquer. Donc c'est ça en gros l'immobilier fractionné. et pour la deuxième option dont tu parlais, donc pas la SCPI, mais l'autre point, si c'est que des royalties sur le revenu, il n'y a pas de capitalisation de la part de l'investisseur, il n'est pas propriétaire. Alors écoute, non, non, alors le sujet de la propriété, c'est un point intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, il faut distinguer la plus-value potentielle, enfin la plus ou moins-value, c'est-à-dire qu'en fait, ton bien va suivre le prix de l'immobilier avec la propriété. Tu n'es pas nécessairement obligé d'être propriétaire pour pouvoir bénéficier de la plus-value. Ok. Donc en fait, D'ailleurs, ouais, c'est un peu comme un contrat en fait. C'est un peu comme une option. exactement, c'est un produit dérivé. C'est-à-dire que tu vois, typiquement, tu as ce qu'on appelle par exemple les CFD, ce qui existe sur les marchés boursiers, qui représentent en fait un sous-jacent d'une action, par exemple. Et ben là, c'est un peu la même chose. La seule différence, c'est que ce type de contrat, en fait, est assez peu protecteur je parle des contrats de royalties de manière précise. Et en fait, souvent, la manière dont ces contrats ont été rédigés donne énormément de pouvoir à l'entreprise qui propose le contrat et quasiment rien à l'investisseur. Et c'est aussi pour ça que l'autorité des marchés financiers s'était un peu insurgée en disant ouais, en fait, c'est un peu light quand même ce que vous proposez. Donc Ok. tout ça pour te dire que la propriété n'est pas nécessaire pour avoir la plus-value, mais effectivement, l'objectif de ces produits, c'est d'avoir le prorata des loyers et le prorata de la plus ou La moins-value. plus-value. Parce qu'il ne faut Ok. pas l'oublier. D'accord. Mais tu as aussi potentiellement une moins-value. Il ne faut pas le Très bien. négliger non plus. Et du coup, vous, comment.
Comment vous inscrivez là-dedans alors? Quelles sont vos solutions pour l'un et pour l'autre? Eh ben, écoute, alors en gros, premièrement, sur la partie SCPI, donc en fait, c'est là vraiment le premier produit qu'on a lancé. Donc on est passé, tu vois, je te disais, on faisait 800 000 au moment du cible. Là, on fait en décembre, on clôture, on a eu 7,3 millions d'euros investis sur le mois de décembre. On est à plus de 80 millions en début 2023 d'euros investis en tout depuis le début de la boîte, fois 5 entre 2021 et 2022, donc vraiment des volumes énormes. On est à plus de 2300 personnes qui ont mis un ticket chez nous, donc c'est des tickets assez importants généralement. Donc ça, c'est la première option. Et donc, comme je te disais là-dessus, on a une plateforme en ligne avec plus de 50 SCPI qui vous propose de choisir de manière super simple, dès 187 euros, la stratégie dans laquelle vous voulez investir, et avec un système de cashback qui nous fait qu'on vous rembourse une partie en fait de notre commission à nous. Tu disais, ouais, l'apporteur d'affaires, il est payé par le produit, c'est vrai. Nous, on est payé par le produit, on l'affiche sur le site, mais on vous rend à peu près la moitié de ce qu'on gagne directement en cash sur votre compte en banque. En Donc ça, sachant c'est que dans vraiment notre votre cas, différenciation. pardon, dans votre cas, ça me pose moins de problèmes parce que vous proposez un catalogue, vous faites pas de conseils. On fait du conseil en fait aussi, hein. On fait tout OK. à fait du conseil. La différence, c'est que nos conseillers sont pas rémunérés en fonction du produit. Et ça, c'est un point super important qu'on voulait depuis le début, c'est qu'en gros, eux, ça change rien. Ils peuvent te proposer un truc qui me paye 2 ou un truc qui me paye 7. En fait, limite, ils le savent pas, tu vois. Enfin, OK. en réalité, il se trouve qu'ils le savent parce qu'évidemment, on est dans un bureau, mais leur rémunération à eux n'est absolument pas impactée. Contrairement à ton conseiller, qui lui gagne directement le montant C'était qu'il ça touche. le point. OK, très bien, mais Ouais, on est d'accord. OK, très cool. exactement. Donc ça, voilà, premier point SCPI. Donc ça monte et on continue. Tu vois, aujourd'hui, on est la première plateforme SCPI en France à ma connaissance. On va continuer à grossir. Tu vois, en moyenne, en annualisé aujourd'hui, on fait à peu près 85-90 millions de transactions SCPI, donc c'est beaucoup. Et sur l'immobilier fractionné, comme je disais, on va probablement se lancer là en début d'année 2023 parce qu'on trouve le sujet intéressant et on pense que c'est peut-être quelque chose de plus compréhensible, plus accessible pour les épargnants qu'un produit SCPI qui fait parfois peur. À tort, à mon avis, mais par contre, la manière dont j'envisage, c'est de se dire, si tu proposes ça fait de manière clean, euh, tu as bien régulé, bien réglementé, tu proposes une solution à des investisseurs qui peuvent du coup faire le premier pas et peut-être, dans une optique de diversification à plus 2, plus 3, plus 6 mois, se dire pourquoi pas faire le pas vers une SCPI parce que maintenant je comprends mieux, Mmh. j'ai la plateforme, je suis dans un écosystème qui est rassurant. Voilà, donc c'est ça la vision. OK. Et au moment où, admettons, moi, je veux investir, j'ai la possibilité entre l'option 1 qui est la SCPI et l'option 2 qui est les royalties, en fait, c'est ça, si je comprends bien? Ouais, nous, ce sera pas des royalties en l'occurrence, mais disons un bien identifié fractionné, quoi. Ouais, voilà, voilà. Soit un bien, soit une société, soit une SCPI. En gros, est-ce que je vais être sur la même typologie d'immobilier? Est-ce que je peux rentrer avec le même ticket? Comment ça se... Voilà. Et quels sont les points De différence. ouais, la différence entre les deux? Écoute, super question. En gros, sur le ticket d'entrée, tu vois, aujourd'hui, comme je te disais, la SCPI était déjà à 187 euros. Donc, en fait, Oui. c'est quand même accessible, quoi. Contrairement à ce que pas mal de gens pensent, t'es pas sur des tickets énormes. Euh, je ne suis pas sûr qu'on aille beaucoup en dessous sur l'immobilier fractionné pour un bien individuel, pour une raison simple, c'est que malgré tout, c'est une optique d'investissement. Nous, on n'est pas nécessairement tu vois, dans l'optique de jeu, de je mets 2 euros et je regarde ce qui se passe, quoi. Pour une raison en fait claire, hein, c'est que si tu fais ça, t'as pas beaucoup d'engagement. C'est-à-dire que ton utilisateur va arriver, il va mettre 2 euros, mais en fait, au fond, qu'il les perde, que ça performe ou pas, ça n'a pas Oui. un impact énorme. Nous, l'idée, c'est plutôt de se dire, non, tu as quelques centaines d'euros, donc accessible, mais pas zéro. On pense que c'est probablement le bon truc pour que tu dises, en fait, si tu le fais, il faut que tu sois convaincu. On n'a pas envie d'avoir des gens avec une conviction faible qui arrivent et qui le fassent pour essayer. Donc en montant, je pense que ce sera pareil. En classe d'actifs, par contre, pas exactement, parce qu'aujourd'hui, la plupart des SCPI sont sur ce qu'on appelle de l'immobilier commercial. L'immobilier commercial, tu vois, c'est un peu enfin, c'est en opposition au résidentiel. C'est pas des appartements la plupart du temps. Tu as très peu de SCPI, je pense que tu en as une, deux, peut-être trois qui font du résidentiel, mais c'est extrêmement rare. Et donc, par contre, nous, on partirait plutôt sur de l'immobilier résidentiel au début, parce que beaucoup plus compréhensible pour un investisseur. Ok. Trop bien. Et parce qu'il y a eu énormément de gens qui avaient peur d'investir en SCPI parce qu'ils avaient l'impression que ça n'était que du bureau. Et si c'est du commercial, ça n'est pas que du bureau aussi. C'est important de le rappeler, hein. C'est des choses que j'avais déjà entendues, moi, par le passé, hein. Ouais, tu as Euh, tout à fait raison. C'est vrai, mais en fait, ça m'étonne pas que les gens pensent ça parce que pendant quasiment, tu vois, 30 ans,
c'était que du bureau. Ok. Et c'est assez récemment en fait que tu as des SCPI avec des thématiques différentes qui se sont lancées. Et tu as tout à fait raison, hein, tu vois, aujourd'hui, on peut citer, en plus du bureau, des commerces, des entrepôts logistiques, des établissements de santé. Donc, tu as vraiment beaucoup, des hôtels, tu as vraiment beaucoup d'options qui sont disponibles aujourd'hui. Hmm. Tout à l'heure, tu parlais de la banque. Tu disais qu'on n'était pas obligé d'avoir un crédit, contrairement à l'immobilier plus traditionnel. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit. Ouais, Mais tout à fait. du coup, est-ce qu'on peut faire du levier bancaire sur une SCPI ou sur l'immobilier fractionné? Comment ça se passe? Parce que pour moi, le gros intérêt de l'immobilier, c'est le levier. Je ne sais pas comment toi tu le vois, mais je le vois comme ça. C'est l'enrichissement par le levier. Donc du coup, voilà, comment on fait avec une SCPI si on veut utiliser, si on veut faire de la dette? Ouais, alors c'est hyper intéressant. Pour moi, il y a trois intérêts potentiels à l'immobilier. Le premier, avant tout, hein, c'est le rendement. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu es quand même sur une période d'inflation relativement élevée alors le livret A remonte, mais il est capé comme on le sait. Et en fait, tu as assez peu d'options pour aller chercher du 4, 5, 6, 7 de rendement. L'immobilier, les SCPI faisant partie de cet écosystème, hein, tu vois, les meilleurs SCPI font 7 de rendement annuel. Donc, c'est à peu près équivalent de l'investissement locatif. Donc, ça, premier point, à mon avis, c'est le rendement. Le deuxième, tu as raison, c'est l'effet de levier. Faire travailler l'argent de la banque qui est du coup prêté à un taux inférieur à la rentabilité du bien, parce que si il est prêté à un taux supérieur, évidemment, c'est pas pertinent. Et le troisième aspect qui est la fiscalité de l'investissement locatif. Et ça, je pense que c'est quand même un point qui est pas négligeable. À mon avis, un des points forts de l'investissement locatif classique quand même aujourd'hui reste le statut LMNP, qui est une option fiscale super intéressante qui permet de quasiment pas payer d'impôts. Donc pour revenir sur ces trois points, le premier, le rendement, tu l'as aussi en SCPI parce que les rendements sont très comparables. Le deuxième point qui est l'effet de levier existe en SCPI, tu peux faire du levier. La différence, c'est que les taux sont quand même un peu plus élevés. Tu sais, on parle beaucoup, là on est début 2023, donc tout le monde parle du taux d'usure, du Mm. blocage des crédits, etc. Les prêts pour des SCPI sont généralement pas des prêts immobiliers, c'est des prêts conso affectés à de l'immobilier. D'accord, Et ça je donc ils savais pas. sont pas Ok. soumis au taux de l'usure. Ok. Ouais, ouais. Et donc ça, c'est hyper important parce que eux, du coup, n'ont pas la problématique du taux d'usure. Et donc aujourd'hui, en fait, les crédits continuent à très bien se passer sans aucune problématique par rapport au taux d'usure. Par contre, la contrepartie de ce truc-là, c'est que les taux sont un peu plus élevés. Tu vois, tu vas être sur un taux qui peut aller jusqu'à 4, donc qui peut aussi entre 3 et 4,5 max. Donc c'est quand même plus élevé. Donc tu peux le faire, c'est comme un crédit standard. On te demande les mêmes pièces, ça prend 3 mois. C'est un peu agaçant parce que tu sais, c'était face à une banque. Ouais. On accompagne nos clients là-dessus, mais ça se fait tout à fait et c'est super intéressant. Tu as des TRI géniaux. Et le dernier point qui est la fiscalité, ça pour le coup, le LMNP, ça n'existe pas en SCP. Si je vais voir mon banquier traditionnel au CIC de Pessac à côté de Bordeaux et que je lui dis que je veux investir en SCPI, il va vouloir me vendre la sienne. Écoute, ouais, c'est vrai, c'est un biais qui arrive. En fait, ce qu'on voit, c'est que pour être tout à fait transparent, les meilleurs crédits que nos clients obtiennent, c'est quand même clairement auprès de leur banque, en fait, auprès de Ok. leur banque traditionnelle, parce que bonne relation, parce que geste commercial, etc. Et ça dépend beaucoup. Tu as des banques qui sont très, 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 ce qu'on appelle architecture fermée, donc qui vont refuser de financer quelque chose qui soit pas en interne. Mais en fait, il y a beaucoup de banques, si tu titilles un peu et que tu pousses un peu, qui vont te prêter pour que tu investisses dans les CPI que tu veux. Et donc, notamment, les meilleurs deals, hein, franchement, que je vois que nos clients faire, c'est ils vont auprès de leur banquier, ils négocient des taux qui sont parfois géniaux. Enfin, vraiment, bon, tu vois, parfois on voit les trucs, on se dit, mais comment le mec il a eu ça? Euh, et qui viennent investir chez nous et qui ont du coup le cashback. Alors ça, c'est si tu veux, le combo total, quoi. Hmm. C'est t'as le meilleur crédit et t'as la meilleure offre commerciale. Donc c'est génial. Trop bien. Et justement, on a donc là on a parlé de la SCPI comme c'était une évidence, enfin du moins de la pierre papier au sens large, on en a parlé comme c'était une évidence. Mais alors du coup, quels sont les avantages de la pierre papier versus investir sur un immeuble d'une manière plus traditionnelle, plus commune, plus voilà. Quels sont les grands avantages? Écoute, à mon avis, peut-être le premier truc qu'on peut faire pour ça, c'est peut-être rappeler aux auditeurs qui sont un peu moins familiers, de manière hyper précise, ce que c'est une SCPI. En fait, une SCPI, c'est comme je vous disais, une société civile de placement immobilier, comme le nom l'indique, hein, c'est vraiment un truc à objectif à investir en IMO.
C'est en gros une SCI, donc une SCI hein, que les particuliers font parfois en famille ou enfin, tout seul, tu peux pas vraiment, mais en famille, pour placer l'immobilier. Donc en fait, c'est une sorte de SCI sous stéroïde. C'est une maxi SCI dans laquelle tu peux avoir des milliers de gens. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, c'est une structure dans laquelle on va loger plein de biens immobiliers. Donc, on va loger des centaines de biens immobiliers selon la taille de la SCPI, évidemment. Et ça ne possède que ça. Point barre. Vous êtes associé d'une SCPI, vous avez des parts d'une SCPI. Cette SCPI possède de l'immobilier. C'est tout ce que fait la SCPI, c'est posséder des biens immobiliers. La SCPI et donc son assemblée générale, donc les associés, choisissent une société de gestion. C'est un professionnel de l'immobilier agrémenté par l'autorité des marchés financiers qui a la gestion totale du parc immobilier, qui va donc décider dans quoi investir, comment le rénover, à qui le louer, à quelles conditions, quand revendre, etc. Donc ça, c'est un point super important. Et donc, une fois que vous avez investi en SCPI, contrairement par exemple à une SCI, il n'y a jamais d'appel de charge. Ça, c'est un point qui est, je pense, un des points les plus fous que tu as. C'est que tu as investi 1000 euros, tu vas toucher des loyers tous les 3 mois parce que les loyers sont payés trimestriellement. C'est voilà, c'est historique, c'est comme ça. Mais derrière, s'il y a un problème de toiture, etc., tu es diversifié. Donc, généralement, la problématique se passe jamais sur tous les immeubles en même temps. Et donc, tu vas jamais avoir d'appel de charge parce que tout ça est directement géré en interne au sein de la SCPI par la société de gestion. Donc, ça, c'est ce que c'est. Donc, quand tu demandes quelle est la différence, en fait, la différence, elle est très simple. C'est que quand tu achètes un immeuble de rapport ou un appart ou n'importe quel bien, eh ben, tu es propriétaire et donc s'il y a un pépin, tu peux peut-être passer par un gestionnaire, mais en fait, au fond du fond, c'est quand même toi qui possèdes le bien. C'est toi qui as l'assurance, etc. Et donc, malgré toutes les aides que tu peux avoir, c'est quand même du temps à y passer et c'est quand même parfois un peu de stress quand tu as un problème. La SCPI, pour le coup, c'est vraiment le 100% piloté, c'est-à-dire que tu ne fais absolument rien. À la fin de l'année, la société de gestion t'envoie un rapport qui te dit vous avez gagné tant d'euros, vous devez déclarer dans la case X de votre déclaration d'impôt tant d'euros et c'est tout. Et quand tu veux revendre tes parts, ça c'est un autre point qui est super important, c'est que tu peux faire de manière beaucoup plus fractionnelle. C'est-à-dire que tu as 1000 euros à placer, tu peux investir 1000 euros, tu as 1500, tu peux investir 1500. Et si tu investis par exemple 10 000 et que tu veux revendre 3000, tu peux. Alors que le jour où tu as acheté un appart et que tu veux vendre 30% de ton appart, impossible évidemment. Ouais, bien sûr. Et du coup, justement, la liquidité, les éléments de liquidité en SCPI, ça se fait, ouais, de manière générale, ça se fait. C'est quoi les éléments de liquidité qui sont possibles? À quel moment je vais pouvoir justement récupérer mon ticket, arrêter mon investissement et clôturer cette ligne-là? Alors, écoute, c'est super intéressant parce que enfin, on nous pose très souvent la question. La liquidité, donc un point important, et là c'est un peu la partie disclaimer réglementaire, la liquidité n'est pas garantie. C'est-à-dire que la SCPI te fait pas une garantie en mode sous 2 semaines, tu as ton argent. Par contre, en pratique, aujourd'hui, tu as quasiment 10 fois plus d'investissement que de sorties sur les produits SCPI. Et donc, par définition, ce que ça veut dire, c'est que c'est super facile de sortir. Je te donne un exemple hyper concret. Moi, j'ai des parts d'une SCPI, Novapierre résidentiel, donc c'est du résidentiel à Paris. Là, je suis en train d'acheter ma résidence principale. J'avais besoin de sortir quelques milliers d'euros. J'ai fait une demande, je crois, le 20 décembre à la société de gestion pour sortir mes parts. Et le 3 janvier, j'avais l'argent sur mon compte. Donc la liquidité, en fait, alors ce qu'il faut savoir, c'est que la liquidité est constatée en fin de mois. Donc si tu fais par exemple la demande le 1er décembre, ce ne sera pas traité avant début janvier. Mais s'il y a plus d'investissement que de sortie, tu sors tout de suite. Donc c'est aujourd'hui très rapide. Dans le futur, ça peut s'allonger. Mais de manière générale, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place par les sociétés de gestion pour fluidifier au maximum la liquidité. Ils ont des fonds de liquidité. Il y a la possibilité de céder une partie du parc immobilier pour te rembourser. Enfin, il y a pas mal d'options en vrai qui te permettent de sortir. Et dans l'autre sens, quand il y a des gens qui rentrent, tu disais, il y a plus de collecte que de gens qui sortent, c'est quoi? C'est de l'augmentation de capital? C'est sur de nouvelles SCI? Exactement. C'est un fonds qui est fini, une SCPI? Comment ça marche? Parce que si on est deux et que demain on est 10, ben ma part elle va être diminuée. Enfin, comment ça marche? Ouais, alors en fait, ce qui se passe, c'est que donc tu as, en fait, tu as deux types de SCPI. Au tout début, la SCPI était à capital fixe, donc c'était comme tu disais, tu vois, je sais pas, tu pouvais dire on prend 50 millions, et une fois qu'ils avaient 50 millions, c'était fini. Et en fait, ça, pour la liquidité, c'est vraiment pas top parce que c'est très compliqué, tu es obligé en permanence d'avoir exactement le bon montant, etc. Depuis, les SCPI ont fait un nouveau modèle qui s'appelle les SCPI à capital variable.
et où en fait, elles peuvent augmenter la taille de la SCPI. En fait, t'es pas dilué, c'est juste qu'il y aura plus de biens qui vont être achetés. Donc, tu vas avoir, je sais pas, une part sur 10 000, mais en fait, il y aura plus d'immeubles, donc en fait, ta part vaudra le même prix. Donc, ta part vaut le même prix, mais il y a plus de parts. Et ça a plein d'avantages. Ça permet du coup d'augmenter la taille, ça permet de évidemment plus diversifier ton portefeuille et ça permet de gérer de manière beaucoup plus fluide la liquidité parce que comme tu es à capital variable, tu peux sortir un peu, remonter plus tard. Enfin, tu vois, t'as Ok. pas ce problème de vouloir rester exactement au même montant à chaque fois. Donc limite, je peux m'organiser un virement programmé presque sur une SCPI, c'est presque envisageable. Mais c'est même pas presque, en fait, c'est totalement envisageable. On vient de sortir la fonctionnalité en décembre. Je savais pas. C'est pas c'était pas tu sais, une fausse intro, tu vois, une fausse transition. Je savais pas du tout. Ok, d'accord. Cool. Ouais, ouais, Vas-y. tu peux le faire carrément. Et donc, tu vois, typiquement, c'est à partir de 200 € par mois. Donc, tu peux dire, tu vois, enfin, tes auditeurs connaissent peut-être ce qu'on appelle le DCA en bourse. Alors là, le DCA, c'est un peu moins pertinent parce que tu n'as pas de volatilité, tu vois. Donc, l'idée, c'est pas de faire une moyenne des prix, mais c'est plutôt de se faire une épargne progressive. Ça, tu peux le faire, tu as des 200 € tous les mois. Ok, trop bien. Et ça, du coup, j'imagine que les fonds, s'ils achètent de l'immobilier au fur et à mesure, il y a un délai de, comment dire, ils investissent pas l'argent le jour où je le mets sur le compte. Donc, s'ils investissent au bout de 6 mois, mon rendement, il est calculé que sur les 6 mois suivants, non? Enfin, comment ça marche? Ouais, et bah, tu as tout à fait raison. En fait, tu as ce qu'on appelle un délai de jouissance. Donc, le délai de jouissance, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est de dire, en fait, ouais, tu l'as bien résumé, acheter de l'immobilier, c'est pas instantané, on le sait tous. Et donc, en fait, quand tu investis dans une SCPI, donc tu peux trouver sur notre site ou sur d'autres sites, en fait, c'est partout indiqué le délai de jouissance. Et ce délai de jouissance, c'est une période pendant laquelle tu ne vas pas être éligible au loyer. Et donc, ce délai de jouissance, il oscille entre 0 et à peu près 6 mois, Ok. selon les SCPI. Et en fait, ça, c'est juste ce délai qui revient exactement à faire ça, c'est de se dire, pour éviter, et en fait, l'intérêt, c'est que ça évite de diluer la performance des gens d'avant. C'est-à-dire que imagine, toi, t'investis le premier jour, et moi, t'as investi 10 € et moi, j'investis 100 € dans 2 mois. Et ben, si j'avais tout de suite une part de tes loyers, alors qu'il y a que 10 € d'immobilier qui ont été achetés, en fait, toi, tu vas quasiment plus rien toucher, donc tu vas te faire avoir. Donc, le délai de jouissance, ça permet de pas diluer les investisseurs existants. Ok, trop bien. Et ok, bah top. Et donc du coup, si je résume le truc, je mets, on va faire au plus simple, je mets 1 000 euros. Combien ça va me coûter en frais et qu'est-ce que je dois prévoir en fiscalité? Enfin, en gros, si je mets 1 000, je peux espérer récupérer combien et comment, et voilà, si on fait un calcul rapide. Ok. Alors, sur les frais, tu as deux grands types de frais. Les frais de souscription, c'est genre des frais d'entrée, et des frais de gestion, c'est des frais, comme le nom l'indique, de gestion courante, et donc ça, c'est au fil de l'eau. Euh, Historiquement, les sociétés de gestion appliquaient des frais de souscription très élevés, à peu près 10 à 12% Ah oui. à l'entrée. C'est assez énorme et faut savoir que ces frais de souscription, contrairement à ce que tu peux parfois lire en ligne, ne servent pas à payer les frais de notaire. En réalité, ils servent à payer le CGP qui t'a vendu le produit, en bonne partie. Tu C'est vois, la t'as à com peu du près. commercial, quoi. Ouais, ouais, c'est de la distribution. C'est vraiment, tu rémunères l'apporteur d'affaires. Et en gros, sur les 10%, tu vois, tu vas avoir entre 5 et 8% qui est directement donné à l'apporteur d'affaires. Le reste, c'est pour payer en interne de la société de gestion les frais de recherche. Tu vois, si, je sais pas, tu dois prendre un train pour aller visiter, tu dois mettre quelqu'un plein temps pendant une semaine pour étudier un dossier, etc. Bon, ça, c'est pas, à mon sens, choquant, c'est obligatoire. Je veux dire, tu as envie d'achèter des trucs bien, donc ça se rémunère. Donc ça, c'est l'historique, à peu près 10% de frais de souscription. Comme je te disais, nous, on rembourse 2,5%, donc à peu près la moitié de la com, hein, en tant qu'apporteur d'affaires. Donc, ce que ça signifie, c'est que si, par exemple, tu investis 1 000 € et que, cas extrême, tu revends le lendemain, eh ben, tu as investi 1 000, mais tu vas toucher à peu près 900 à la revente. Tu as t'as une perte sèche qui sont ces frais-là. Ceci dit, petit point d'attention, en immobilier traditionnel, c'est pareil, hein, c'est pareil. Si tu achètes un immeuble ou un appart et que tu vas payer 3% de frais d'agence ou 4% de frais d'agence, 8% de frais de notaire, etc., si tu revends le lendemain, tu as perdu de l'argent. Ça, il n'y a pas de doute. Donc ça, c'est le premier truc. Ensuite, les frais de gestion, ils sont à peu près de 10% des loyers. Donc c'est 10% des loyers tous les ans qui sont pris par la société de gestion. Mais un point qui est important à garder en tête, c'est que la performance affichée les inclut déjà. Ok. Donc en fait, c'est assez honnête, je trouve, dans ce cas-là, c'est qu'ils te montrent pas une performance brute majorée, ils te disent voilà, ça c'est ce que tu vas toucher.
Et aujourd'hui, en termes de perf, tu disais combien je peux espérer gagner euh, à très grosse louche entre 4% et 7% par an. Donc, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Donc, si tu investis 1000 euros, et ça, c'est un autre point qui est intéressant, c'est que la performance qui est affichée, elle est sur le montant investi. Donc, je te dis, il y a 10% de frais de souscription, mais ça, peu importe, en fait, le pourcentage, il est calculé sur le montant investi. Donc, tu investis 1000, même si ça vaut que 100 si tu le sortais, tes 7%, ils sont quand même sur les 1000 euros. Donc, ça, c'est pas mal. Et donc, bah, comme le calcul nous l'indique, tu vois, si tu as investi 1000 euros par exemple et que tu as 6%, disons, bah, tu vas gagner 60 euros par an, Ok, soit à peu près 5 euros par mois. ok, très bien. Ok, très cool. Et donc du coup, ça, je l'imagine plus dans mon patrimoine comme une épargne, euh, plus, plus qu'un un enrichissement, un développement de patrimoine. Comment tu le vois, toi, ça? Ah bah, clairement, en développement de patrimoine quand même, parce que tu vois, sur du, on va dire, allez, 5-6%, c'est pas mal, tu vois, quand tu commences à regarder un peu la courbe des intérêts composés, Ouais. 5-6%, et sachant que les 5-6% n'incluent pas la plus-value, hein. En moyenne, sur les 10 dernières années, on avait fait le calcul, les SCPI ont revalorisé de 1,3% par an leur capital. Donc il faut l'ajouter en fait à la perf, c'est-à-dire que tu as 5% de rendement, tu vois, par exemple tous les ans, plus une plus-value potentielle plus tard. Et en fait, bah, même le S&P, tu vois, t'es pas tellement plus. Il y avait pas mal de graphes assez intéressants qui montraient ça. Et en vrai, sur des S&P, tu es globalement peut-être un peu moins performant que le S&P historiquement, mais avec une volatilité qui C'est plus est faible. Ouais, incomparable. ouais, bien sûr. Ouais, et la différence, c'est que le S&P, tu vois, par exemple, post-2008, ça a mis, je crois, 5 ou 6 ans avant de Ouais, revenir à son niveau de 2008. Donc, si toi, tu avais besoin de cet argent à ce moment-là, tu ouais, étais bien sûr. perdant. Mais alors du coup, ok, donc j'avais pas réfléchi aux intérêts composés, en effet. Et donc du coup, comment ça se passe? Ils sont réinvestis automatiquement? Comment c'est fait ça? C'est toi qui décides, en fait. Alors, maintenant, tu as des SCPI qui te proposent le réinvestissement automatique. Le scénario classique, c'est que ça t'est versé sur ton compte en banque. C'est comme un loyer, tu as le loyer directement sur ton compte. Tu peux le choisir, toi, de le réinvestir. Tu vois, on a plein de clients qui le font. Ils attendent. Alors, généralement, ils le font tous les 6 mois ou tous les ans. Tu vois, ils prennent un an de loyer et boum, ils réinvestissent. Donc, ça marche bien, ou 6 mois de loyer. Donc ça, c'est vraiment à ta main. Et on a aussi d'autres clients qui le voient plutôt, eux, comme un complément de revenu. Tu vois, ils disent, OK, bah, moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai mis 100 000 euros. Ça me fait, tu vois, 5 000 euros par an. Et ben, c'est 5 000 euros par an. Je pars en vacances, je vais au Hmm. resto. Enfin, tu vois, c'est vraiment une sorte de complément de retraite, quoi. Ok, trop bien. Ok, c'est très clair. Bah, merci, parce qu'en fait, il y a moi, je l'avais vu tu sais, en surface, et là, on est vraiment rentré dans le détail. Je pense qu'on voit vraiment l'intérêt de faire ça même. Ça peut être complémentaire à l'immobilier traditionnel, d'ailleurs. Absolument. Ben, c'est ce qu'on dit souvent en fait. Tu vois, nous, beaucoup de nos clients ont de l'IMO tradi à côté. Et par contre, ils se disent, bah, en fait, je sais pas, tu vois, j'ai déjà deux, trois apparts. En termes de gestion, je suis un peu au maximum, quoi, je peux pas faire plus. Et donc, bah, je vais investir maintenant le reste en SCPI parce que ça va me faire des rendements à peu près équivalents, mais avec aucune gestion. Donc ça, c'est assez cool. Ok, bah trop bien. Et du coup, votre roadmap, là, pour revenir un peu sur la boîte, votre roadmap pour cet immobilier fractionné, Ouais. voilà, comment ça va se déployer sur les prochains mois? Comment vous voyez l'avenir sur ce produit? Écoute, pour moi, ce produit-là, donc en fait, on a deux grands enjeux aujourd'hui pour la boîte, tu vois. C'est développement international. Donc, on lance l'Allemagne en parallèle, qui a un marché assez similaire. En fait, il y a l'équivalent des SCPI partout en Europe, hein. Ça, c'est un truc qui existe partout. Ok. Euh, Pas mal de gens se disent, ouais, c'est peut-être franco-français. En fait, pas du tout. Voilà, le nom change évidemment, mais c'est la même chose. Donc, quand Donc, tu ça, dis c'est tu le. lances l'Allemagne sur l'équivalent des SCPI allemandes ou avec des investisseurs allemands? Ou les deux d'ailleurs? Comment Les c'est? deux, en fait, c'est Ok. des SCP, l'équivalent SCPI en Allemagne avec des investisseurs allemands. Ça, c'est peut-être un point qui est important. On est sur un sujet réglementé et donc, typiquement, tu as beaucoup de documentation qui doit être approuvée par les autorités pour la protection des investisseurs. Et donc, par exemple, vendre des SCPI françaises à des Allemands, ça peut se faire. Ça nécessite de demander un passeport européen, etc. Mais c'est quand même un peu plus de boulot. Alors qu'en fait, tu as déjà un marché qui est énorme de SCPI allemandes que tu peux vendre aux Allemands. Donc en Ok. fait, tu Très vois, bien. on se dit juste, on va faire ça directement. Ok. Donc ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième, c'est ce que tu disais, fractionner, c'est de se dire, en gros, tu vois, notre ambition, c'est de devenir, entre guillemets, le Trade Republic de l'investissement immobilier. C'est de se dire comment je deviens cette plateforme européenne pour investir en immobilier. Il y a les fonds, c'est ce dont on a parlé pendant pas mal de temps. Il y a l'immobilier fractionné et il y aura peut-être d'autres modes d'investissement plus tard en immobilier. Sur l'immobilier fractionné, en gros, la roadmap, elle est simple, comme je te disais.
il y a un enjeu énorme aujourd'hui qui est réglementaire. C'est un enjeu qui est un peu frustrant en tant qu'entrepreneur, parce que ça prend beaucoup, beaucoup de temps, que ça coûte très cher en avocat, mais c'est globalement obligatoire parce que tu parles de l'épargne des gens. Donc, tu vois, à partir du moment où tu vas me donner tes 10 000 euros, je peux pas me permettre d'aller faire un truc un peu bancal, quoi. Donc là-dessus, je pense qu'on touche au but, tu vois, en janvier, là, j'espère que fin janvier, février, on va finaliser totalement le modèle. Et une fois que c'est fait, eh ben, l'idée, c'est d'aller faire des partenariats avec des gens qui font de l'immobilier et nous de se positionner comme la plateforme qui vient entre quelqu'un qui propose des biens en immobilier et qui te donne la plateforme techno et réglementaire qui permet de le distribuer à plein de gens en fractionné. Parce que c'est pas facile, tu vois, si tu veux le faire tout seul, tu peux pas. Donc nous, on se positionne au milieu et à terme de développer également plein d'outils de gestion qui vont te permettre, tu vois, de émettre les loyers par exemple à tout le monde et voilà et d'aller plus loin dans ce sujet. Et est-ce que du coup, faire du... Alors c'est des mots barbares, désolé pour ceux qui vont saigner des oreilles, mais faire du crowd equity sur une foncière, ça pourrait être ça en fait presque. Ouais, et absolument. Et alors, tu vois, c'est rigolo ce que tu dis parce que c'est exactement le modèle américain aujourd'hui. Ils font, en gros, tu vois, un peu comme une SARL, enfin bon, l'équivalent d'une entreprise. Et ensuite, ils vendent des actions de cette entreprise qui détient des biens. Le twist monumental que tu as entre la France et les États-Unis, c'est que, en gros, ça c'est génial, mais chaque entité a un coût d'opération qui est assez élevé. Donc, tu vois, par exemple, si j'achète, je sais pas, un immeuble à Paris qui vaut 5 millions, ben, ça vaut le coup parce que de toute façon, tu vois, les Hmm. frais de gestion de cette structure vont Ça se sera la rembourser. marge du capital, enfin ouais, de l'asset, ok. Exactement. Le problème que tu as, c'est qu'imagine maintenant que tu achètes un appart à 220 000 euros et que tu le mets là-dedans. En fait, tout à coup, tu vois ton coût. En fait, tu as des coûts fixes et ils sont difficiles à amortir sur des biens plus petits. Donc, aux États-Unis, la manière dont ils font, et ça c'est assez malin, c'est qu'ils ont un système de boîtes à compartiments. Donc, en fait, ils prennent une boîte et genre ils la coupent, tu vois, en tranches. Et cette tranche-là, elle possède le bien X. Cette tranche-là, elle possède le bien Y, etc. Et donc ça leur permet d'être assez malin et efficace. En France, c'est pas exactement possible. Donc, tu es obligé de faire des trucs un peu plus compliqués que juste des parts d'une foncière. Mais l'idée que tu évoques, c'est exactement la base du concept, tu vois. Ok, trop bien. Bah ouais, c'est... Ouais. Bah, je t'avoue que nous, on l'a fait avec des potes, mais entre potes. On a monté une boîte à plusieurs et on a acheté des immeubles, notamment à Bergerac et à Périgueux. On a acheté un immeuble à plusieurs par nos holdings, nos machins. Ah oui, d'ailleurs, ça, est-ce que je peux investir chez toi, dans tes programmes, avec une holding ou je dois le faire à titre personnel? Non, non, tu peux le faire en personne morale, donc en tant que Ok. société. Pour la SCPI, tu peux déjà le faire. Pour l'immobilier fractionné, je pense qu'on ne le proposera pas tout de suite, en toute transparence, tu vois, parce que c'est. Puis, en fait, il y a aussi d'autres trucs qui font que l'immobilier fractionné, je pense que ce sera pas intéressant fiscalement de le faire via une holding. Enfin, faudra qu'on creuse un peu. Mais en tout cas, ce sera pas de manière évidente, efficace fiscalement de le faire comme ça. Alors que sur l'immobilier, il y a des cas où c'est assez évident que ça peut valoir le coup de le faire via une holding. Par curiosité, vous, la holding que vous avez faite, c'était quoi? C'était une SCI, une SAS? Comment Non, tu une avais société structuré commerciale le... SAS. Ouais, SAS parce qu'on voulait se laisser la possibilité de faire des opérations d'achat-revente. d'accord, ok, ouais, ouais, Voilà. clair. Ouais, bah, il y a beaucoup de gens qui font ça, tu sais, bon, on Mais appelle ça ça aussi résout pas le parfois des problème parce club qu'on a deals. quand même l'opérationnel. Donc, contrairement à ton système où c'est du délégué, là, c'est-à-dire que nous, ben, il y a une chasse d'eau qui pète. En l'occurrence, c'est pas moi parce que moi, je sais même pas tenir un tournevis, donc au moins c'est réglé, on me sollicite pas. Mais mon associé dont c'est le métier, bah lui, oui, pour lui, c'est de l'immobilier pur dur, enfin pur jus quoi. Il doit aller changer les chasses d'eau quoi. Donc, donc ça a pas ce niveau de passivité que toi tu offres. Mais en gros, on l'avait Écoute, fait c'est ça comme ça. intéressant parce que tu vois, typiquement, bah, si vous, enfin, toi ou ton associé qui fait de l'immobilier, tu vois, à un moment se dit, tiens, ça m'intéresserait potentiellement d'aller proposer un immeuble, mais à une audience un peu plus large. Ce qui est cool, c'est que nous, vraiment, on propose en fait cette plateforme qui te permet d'aller distribuer à plein de gens exactement ce que vous faites entre vous, tu vois. On parle beaucoup des club deals immobiliers. Je sais pas, tu dois connaître le terme, Ouais. hein. Tu vois, les club deals immobiliers, en fait, c'est quand même un truc qui est un peu réservé aux personnes très aisées aujourd'hui, qui permettent d'aller faire des super opérations. Et une manière de voir l'immobilier fractionné, c'est de se dire que tu démocratises en fait le club deal immobilier. Clairement. Ah ouais. Bah ouais, clairement. Bah, écoute, c'était vraiment top. Du coup, la suite pour vous, donc sortie de ces produits-là, est-ce qu'il y a d'autres sujets est-ce qu'il y a d'autres sujets? Est-ce que, par exemple, la conjoncture est un sujet pour vous? Comment vous voyez un petit peu les éléments macro dans votre business?
Ouais, écoute, les éléments macro, tu sais, c'est un peu la boule de cristal. C'est-à-dire que les gens qui veulent te vendre de l'IMO, ils te disent ouais, mais ok, les taux ils sont à 3,4, mais dans 3 mois ils vont être à 4,2, Hmm. donc il faut le faire maintenant. Oui. Donc tu entends un peu tout et n'importe quoi. Euh, Disons-le différemment. Nous, à 90%, nos clients investissent en cash. Alors, c'est pas nécessairement représentatif de la profession où tu as des gens qui vendent des SCPI. C'est plutôt parce qu'en fait, historiquement, on n'était pas bon en crédit. En fait, au début, même historiquement, on faisait pas. Tu vois, c'est comme souvent, lean startup, tu fais Hmm. pas tout, tu fais un peu bien et après t'ajoutes. On a décidé au début, on a dit on fait pas le crédit parce qu'on va pas bien le faire, donc c'est pas grave. Maintenant, on commence à le proposer, mais donc notre base client, c'est principalement du cash. Si tu veux investir en cash aujourd'hui euh, et que tu as maxé ton livret A, parce que tu vois, malgré tout, on est quand même sur une clientèle qui a souvent maxé son livret A, bah en fait, il n'y a pas 1000 options. Tu vois, tu veux générer 5-6% de perf, tu peux aller sur les marchés, mais les gens sont quand même un peu échaudés. Tu vois, tout le monde, Hmm. enfin, pas mal de gens disent ouais, mais il va peut-être y avoir une récession. Est-ce que du coup les marchés vont pas continuer à baisser? Enfin, pas vraiment de solution là. Et en fait, quand tu regardes toutes les options, les cryptos, n'en parlons pas. Alors, c'est quand même beaucoup plus marginal que les actions, mais c'est globalement assez, c'est un marasme complet aujourd'hui. Et donc, en gros, bah, nos investisseurs disent, bah, en fait, il n'y a pas trop Hmm. d'alternatives, tu vois, par rapport à l'immobilier. Et donc, l'immobilier que tu peux faire en cash en choisissant le montant, ben, le produit SCPI, ça s'y prête super bien. Donc, nous, pour le coup, le contexte est plutôt bon là-dessus. Je dirais pas la même chose si on faisait 80% de notre volume en cash. Je connais des gens qui font 80% en cash, pardon, pas en cash, en crédit. En dette. Ouais. Ouais, je connais des gens qui font 80% de leur volume en crédit. Ouais, ils grincent un peu des dents en ce moment, quoi. Ça, c'est sûr. Et je pense que les taux vont, enfin, les taux, c'est même pas que je pense, c'est que les taux vont continuer à augmenter au moins à court terme. Là, on est début janvier, les acteurs semblent partir vers une révision du taux d'usure mensuel pour pouvoir le réviser plus rapidement, pour l'augmenter plus vite. Donc, un peu mécaniquement, probablement, les taux des banques vont augmenter également. Donc ouais, la période des taux est pas évidente. Et ensuite, l'impact sur le prix immobilier est, je trouve, très difficile à estimer. C'est rigolo parce que je regardais toutes les stats là avec mon associé hier pour essayer de trouver des comparaisons. Et t'es dans un cas qui est assez marrant, c'est-à-dire que tu as un krach boursier, tu vois, qui s'est passé en pas mal plus tôt, enfin, tu vois, disons en milieu d'année 2022 à peu près, quoi. Le taux de chômage reste très bas un peu partout en zone euro. Il n'y a pas eu d'explosion, tu vois, quand tu regardes par rapport à 2008, juste après le crack, enfin, notamment la faillite de Lehman Brothers, tu as eu une énorme explosion du taux de chômage. Tu as eu une baisse immobilière d'à peu près 10%, mais donc assez limitée. Baisse très forte du nombre de transactions, mais je pense principalement dû au taux de chômage. Bref, tout ça pour te dire que quand je regarde tous les indicateurs, j'ai du mal à trouver une période qui soit vraiment comparable. Hmm. Et en fait, au fond, on voit pas les prix s'effondrer. Tu vois, tout le monde est là, ouais, les prix baissent. Tu regardes Paris, ça a perdu 1-2%. Enfin, Ouais. c'est pas un effondrement, quoi. Hmm. Super épisode d'ailleurs qui est sorti sur la martingale avec un quant, un data scientist de chez Meilleur Agent qui explique Ouais, justement tout ça et du coup je recommande à tout le monde d'aller voir. C'est des prédictions, oui, c'est des prédictions, mais basées sur la data et sur la boîte qui récolte le mieux la data immobilière, enfin de ce que je connais en tout cas en France. Ultra intéressant. Il explique en fait que oui, ça a baissé. Bordeaux a perdu. Je crois que Bordeaux c'est le plus gros bouillon, mais Bordeaux ça prenait 15% par an depuis je sais pas combien de temps. Donc ouais. aussi c'est peut-être même plus sain en fait que ça respire un petit peu plutôt que de continuer à avoir des prix complètement débiles en sachant que les salaires, eux, ils n'augmentent pas. Donc, du coup, au bout d'un moment, il y a quand même C'était de combien le bouillon, juste pour avoir un indice? Parce que je vais te dire une bêtise, mais je crois que le marché global, c'est moins de 2%. Et Bordeaux, c'est le plus gros. Et on doit être entre ces 3 ou 4, quoi. Mais je dis ouais, peut-être des bêtises. Hein. bah, non, mais c'est les stats que j'avais en tête Ouais, aussi. Tu vois, moi, je t'aurais dit 4. ouais, Et ce que je trouve toujours assez rigolo, c'est que, tu vois, quand tu compares un peu les titres des médias, genre le marché immobilier commence son affaissement, machin et tout, et tu te dis, mais attends, et quand les stocks, ils prennent moins 50% dans la journée, ouais, tu vois, c'est comme ça. ça s'est produit au Covid, enfin, c'est incomparable, quoi. Et c'est ça, je pense, l'une des forces de l'immobilier, c'est cette inertie malgré tout, qui est pour un investisseur quand même très rassurante. C'est-à-dire que t'es pas du jour au lendemain à perdre 25%, quoi. Ça n'arrive pas. Et même quand tu regardes post 2008, les prix à Paris ont perdu 10% avant de les regagner assez rapidement. Donc, j'ai pas envie de dire que ça va aller au ciel, hein, c'est pas Non, mon non, du point. Mais tout. Non, non, mais oui, oui, on a.
Oui, si on ne lit que la presse, etc., c'est assez alarmant, mais si on creuse un petit peu, au final, c'est plutôt sain, c'est normal. Ouais, une respiration, quoi. Ouais, exactement. En tout cas, c'était vraiment top cette heure passée avec toi. Est-ce qu'on peut communiquer quelques liens, du coup, pour suivre ton travail, peut-être te suivre à toi? Je ne sais pas ce que tu veux mettre en avant. Écoute, avec grand plaisir. Moi, il y a plusieurs choses que je veux bien mettre en avant. Bah, enfin, évidemment, bon, Louvainvest, le site et l'application, mais ça, tout le monde peut y aller. Il suffit de le taper sur Google. Il y a deux trucs dont on est particulièrement fier, je pense. C'est un, l'académie, c'est-à-dire qu'on a regroupé plein de contenus snackables, tu vois, des vidéos de 2 minutes, très simples, des simulateurs, un lexique, de la data ouverte. On a créé la première base de data ouverte qui regroupe toutes les performances SCPI. Ça, pour le coup, c'est vraiment un point qui nous tient beaucoup à cœur, de donner en fait le plus de valeur possible aux investisseurs potentiels le plus rapidement possible. Et le deuxième, c'est la communauté. On a un forum où les gens en fait posent des questions, où on traite, tu vois, de la SCI, du crédit, etc. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est peut-être les deux liens dont on est le plus fier, c'est académie, communauté. On Bon, on mettra les liens. pourra Tu vas m'envoyer tout ça, on les mettra dans les notes avec plaisir. Super. Trop bien. Franchement, c'était top. J'ai appris plein de choses. Pourtant, c'est un sujet sur lequel j'ai passé quand même un peu de temps à l'époque où je faisais du consulting en strat. Et là, j'ai appris vachement de choses que je ne connaissais pas. J'espère que ça a plu au maximum d'auditeurs. Allez voir Louvainvest, allez voir ton LinkedIn. Tu communiques un peu sur LinkedIn? Ouais, un peu de plus en plus. Donc effectivement, les gens peuvent me suivre sur LinkedIn, Clément Renaud ou Invest. Vous devriez Trop me bien. trouver facilement. Merci Clément. Bonne continuation, bonne année, parce que du coup c'est le premier épisode, je rappelle, qu'on tourne en 2023. Et puis je te remercie pour ta participation, c'était vraiment top. Bah, merci à toi, Gérald. C'était un grand plaisir d'être avec toi ici en ce début d'année. Et bonne année à toi aussi et à tous les Super. auditeurs. Allez, à bientôt, ciao ciao. Ciao. Ça y est, l'épisode est terminé. Si tu es encore là, c'est que l'échange avec mon invité t'a certainement plu. Et la meilleure façon de le remercier, de me remercier, c'est de nous mettre un like ou un commentaire sur YouTube, ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme je te l'ai déjà dit, ça nous amène de la notoriété et ça nous permet d'avoir encore plus d'invités toutes les semaines à te proposer. N'hésite pas à me suivre et à me contacter sur les réseaux sociaux. Je réponds à tous les messages et je suis à ta disposition si tu veux discuter des différents sujets du podcast. J'ai plus qu'à te remercier pour ta fidélité. C'était Gérald. Bonne semaine.